companion. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. François Bégodeau est là, ça fait trop longtemps comme disent les jeunes. Tu vois, j'étais un peu interpellé, ça fait trop longtemps. La dernière fois que tu étais venu, c'était via plutôt une invitation au Club de l'Étoile. Avec notre ami Frédéric Mercier, nous avions évoqué Girls Ride Experience et l'anglais de Steven Soderbergh. Et d'ailleurs, on va peut-être parler de Girls Ride Experience durant cette émission. Mais en tout cas, je suis très content que tu sois là, de renouer le dialogue avec toi. Pour quelle raison? Parce qu'un livre, vous savez, vous le connaissez, ce livre, c'est Comme une mule, édité chez Stock. Je crois qu'il a été publié le 2 octobre, si je me souviens bien, si j'ai bien Bien notifié. ça. Voilà. Et tu es venu vers moi pour me proposer une idée d'émission que j'ai trouvée particulièrement intéressante, vu que la Microciné, c'est une chaîne de cinéma. C'est que, effectivement, en ayant lu certains articles, en ayant vu certaines vidéos, très rares sont les instants où les personnes, ou voire même quand ils te questionnent, parlent aussi du fait que ta réflexion à une déclinaison vers toutes les figures artistiques qui te passionnent, comme ça peut être la littérature, ou alors il y a aussi tout un gros pan sur l'humour, mais aussi sur le cinéma. Et toi, tu m'as dit, pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on ne parlerait pas aussi de ce que je dis sur le cinéma? J'espère que je n'ai pas dit des bêtises, mais je crois que c'était un peu ça que tu m'avais proposé. Et moi, j'ai dit, OK, partons, il faut le faire. Donc voilà. Oui. Enfin, je te l'ai proposé à la suite. Bon, depuis, il y a eu quelques entretiens qui font un peu plus droit aux pages esthétiques du livre, enfin, sur l'esthétique. Ouais. Non, je te l'avais proposé aussi. C'était un peu en seconde main par rapport à une première idée que je t'avais suggérée, mais je ne sais pas si on peut le dire Ah si, publiquement. On peut le tu dire. es chez Microciné, tu dis tout. Tu dis tout ce que tu veux. Voyant que Madame Cellier, Geneviève, parlait beaucoup de son dernier livre et qu'il avait une certaine visibilité, et l'entendant dire beaucoup de bêtises, je me disais, tiens, ce serait quel meilleur lieu que chez l'ami Samir pour organiser un petit dialogue avec la vénérable Geneviève sur son livre, que j'ai lu d'ailleurs depuis, qu'à l'époque je n'avais pas lu, mais que je voulais lire goulûment. Et je crois que ça s'est pas fait parce que je pense que voilà, il appartient à chacun d'être libre ou pas de débattre. Entre-temps, d'ailleurs, tu as fait ce dialogue avec elle, Mmh. qui est resté Ouais. historique, qui restera culte, je dirais, dans l'histoire de Microciné. Ouais. Où je Pas trouve que très content. tu as été vaillant, tu as été bien Ouais. vaillant. Moi, je suis pas très content de ce dialogue-là. Moi, il m'aurait fallu, je pense, peut-être 1 heure de plus ou 1 heure et demie. Moi, Bon. je n'ai pas comme toi la capacité en 40 minutes de tout, et comme d'autres aussi. Donc, je regrette un peu certaines choses, mais elle existe cette émission. Par contre, ça, voilà, elle existe. Je pense que tu as été aussi un peu, c'est pas le sujet du jour, mais allons-y gaiement, parce que c'était ça la généalogie. Voilà, pour revenir au Ouais. point, c'est après cette frustration que j'ai eue de voir que ce débat ne pouvait pas avoir lieu, je t'ai Ouais. dit, bon, bah écoute, tiens, on va pas, parlons plutôt des pages cinéma, essentiellement de Comme une mule, puisque j'aurais bien aimé, parce que pour moi, il y avait un dialogue possible d'ailleurs entre Comme une mule et le livre de Cellier. C'était ça mon idée aussi au départ, puisque je parle beaucoup de la saisie féministe du cinéma. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mmh. Et ça lui importe beaucoup. Donc, on aurait pu avoir un bon dialogue. Mais je pense qu'à ta décharge, je crois que tu as été aussi prisonnier de ta politesse et de ta gentillesse et de ton hospitalité, dans la mesure où précisément Geneviève Cellier était ton invitée. Je crois que tu ne pouvais pas complètement entrer dans une interlocution conflictuelle avec elle. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. Tu n'es pas le type le plus agressif du monde et c'est une qualité majeure. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai qu'il Mmh. faudrait qu'enfin, il y ait un dispositif où Geneviève Cellier puisse débattre, ou disons les contradicteurs possibles de Cellier, qui sont très nombreux, aient la possibilité de débattre avec elle. Mais je crois qu'en fait, elle refuse assez systématiquement les débats contradictoires. Écoute, en tout cas, je l'ai un peu ressenti. Bon, mais l'émission, elle existe bel et bien, et c'est tant mieux. Je me permets de lire 4 pages de ton livre pour contextualiser un petit peu pourquoi Comme une mule existe. Et on en parlait hors caméra. Je préfère reprendre tes mots parce que là, pour le coup, tu es bien précis, bien clair. Donc, c'est un peu long, mais c'est pas ça. C'est pas lent, mais c'est long et c'est pas grave. Donc, je me permets. Ça commence à la page 16 et ça se terminera au début de la page 19. Alors, il y a ce fait ineffaçable comme une mule,
Un jour de mai, un homme, François Bégodeau, essayiste banal, conseille chaudement les travaux d'une femme, Ludivine Bantini, historienne géniale. De ce fait, ne découle ni un mot de remerciement de Ludivine à François, ni l'envoi d'une boîte de chocolats équitable, ni un café Place Vendôme pour évoquer les grands soirs jusqu'au petit matin. C'est plus marrant que ça. Laisse-moi te raconter qu'un jour de ce même mois, le 22, m'apprendra l'instruction, le mail d'une amie me signale qu'à l'initiative de Ludivine, ouvrez les guillemets, ça chauffe pour moi sur Twitter, fermez les guillemets. L'ami écrit en toutes lettres, ça chauffe pour toi. Il est 11 heures, je suis attelé au premier repassage de Notre Joie, prix de la Fondation Ange Noiret. D'expérience, je sais que cette version numéro 2 me prendra 2 semaines si je m'y astreins 10 heures par jour. 300 pages divisées par 20 pages quotidiennes égale 15 jours. T'as une montre dans la tête, commentait Juliette, une amoureuse de fac, lorsque je devinais l'heure exacte sans regarder sa montre. Tu comptes, c'est pas possible autrement. Et moi, frimeur, sentencieux, étudiant en lettres, je ne compte pas, je décompte. Le temps est toujours déjà perdu. Tous le sentant, tous sommes mélancoliques. Néanmoins, me poursuit la sensation stupide qu'il y a des minutes plus perdues que d'autres, plus perdues que d'autres. Une minute qui n'est pas consacrée aux amis et à l'art est plus perdue qu'une autre. Une minute passée sur Twitter est archi perdue. Ceci n'est pas une opinion, mais une sensation, pas une diatribe, mais une description. Flairant que cette activité dévorerait mon capital temps déjà chiche, je n'ai jamais alimenté le compte Twitter que mon ami J, également mis en examen en tant que modérateur du site begodo.info, m'a ouvert en 2012. 98% des gens qui perdent leur temps sur les réseaux regrettent d'y perdre leur temps. Parfois, ils expriment ce regret sur un réseau où leurs suiveurs les approuvent d'un cœur. LB le regrette sans doute aussi, mais il semble que dans sa balance passionnelle, cela pèse peu face aux joyeusetés de Twitter, où elle est assidue, comme tant d'autres enseignants-chercheurs que cette publicité console de l'anonymat des travaux austères. On l'imagine lancer sa journée en se connectant et s'attarder là avant de se remettre à l'article à rendre le lendemain. C'est ainsi que le matin de mai, où une bonne âme lui signale un poste de moi la concernant, LB est déjà là, sur le pont, prête à s'indigner des vicissitudes de son siècle. Ça ne va plus tarder à chauffer pour moi. La bonne âme signale-t-elle à LB mon poste recommandant son œuvre? Ce serait surprenant. Il date d'une semaine, l'équivalent de 3 siècles sur les réseaux. Évoque-t-elle le suivant et la condescendance sous-jacente à cette formule, ouvrez les guillemets, théoricienne banale, historienne géniale, qui mérite signalement? Non plus. La bonne âme rapporte un poste ultérieur que LB résume sur le champ pour sa communauté. François Bégodeau s'est cru malin, punk, drôle, ou je ne sais quoi encore, pour s'ériger en joyeux drill à l'esprit fort. Il a posté sur son site public une attaque à mon sujet, gratuité abjecte, ouvrez les guillemets, tous les auteurs de La Fabrique, j'ouvre le crochet, me seraient, je referme le crochet, passé dessus. C'est important les ponctuations parce que même dans le livre, tu expliques pourquoi les ponctuations sont importantes. C'est pour ça que je me le permets. Les crochets indiquent que même sur Twitter, LB ne se départ pas de sa minutie universitaire. Quand Dutronc chante Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, un universitaire le cite comme suit. Jacques Dutronc nous dit que, ouvrez les guillemets, toute, crochet, savent, je referme les crochets, vie, j'ouvre les crochets, il a, je referme les crochets, rêvé d'être une hôtesse de l'air, fermez les guillemets. Surprise, la minutie de LB est partielle, elle ne cite que la moitié de mon poste de l'avant-veille. À sa décharge, elle n'a pas sous les yeux comme moi aujourd'hui une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel où j'ai beau jeu de le copier mot pour mot et sans crochet. J'ouvre les guillemets. Dans le milieu radical parisien, Ludivine est connue pour être jamais la dernière. Tous les auteurs de La Fabrique lui sont passés dessus, même la gannerie. Je ferme les guillemets. Je voulais prendre le temps de lire ces 4 pages, comme ça, voilà, pour bien poser le décor. Donc il y a ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette envie aussi d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de réfléchir aussi à d'autres figures artistiques qui sont une déclinaison de tout ça, comme par exemple ce qui nous réunit aujourd'hui, en plus du livre, le cinéma. En fait, c'était un projet que j'avais avant, ça fonctionne un petit peu à l'inverse. Je voulais un peu produire des petites synthèses sur ce qu'étaient mes réflexions sur l'humour, sur l'art, la politique, toujours dans leur dichotomie avec la morale. Comment est-ce qu'on peut saisir moralement l'humour? Enfin, quels comptes moraux l'humour a-t-il à rendre? Quels comptes moraux l'art a-t-il à rendre? Quels comptes politiques l'art a-t-il à rendre? Et quelle saisie politique on peut faire de l'art, etc. Ça, c'était des questions qui, d'ailleurs, que j'ai souvent traitées ici ou là, dans des textes critiques.
essentiellement dans mon travail critique d'ailleurs, dans La Gêne occasionnée, ailleurs, ici même à Microciné, il y a même, tu vois, un moment, un passage sur Kubrick, en fait, qui est venu directement d'une réflexion que j'avais eue en revoyant les Kubrick pour faire le Microciné avec toi, tu vois. Donc, tout ça est très poreux. Il se trouve que cette histoire avec Ludivine Mantini me fournissait l'occasion presque factuelle et existentielle, et un peu charnelle aussi, d'aborder ces questions-là en les incarnant. Ne serait-ce que parce que, à la base, comme tu viens de le résumer, comme je le résume dans ces pages, il y a une blague. Donc, cette blague va être l'objet d'un procès. Donc, nous sommes dans comment dire, une scène à laquelle maintenant on est habitué, notamment depuis quelques années, puisque ce genre de situation s'est beaucoup reproduit dans l'espace public, à savoir un film, enfin une production esthétique, ou un sketch, ou un bon mot, ou une planche de BD, dans le cas de Bastien Vives par exemple, et d'autres gens, va être l'objet d'une poursuite judiciaire, ou en tout cas peut-être aussi d'un procès moral. À juste titre ou à mauvais titre, c'est toutes ces histoires-là que je voulais réétudier un peu calmement, parce que de fait, je crois qu'on a tous le cerveau un peu embrouillé sur ces questions-là. Tu vois, à un moment, je parle de autant de choses qui arrivaient. D'ailleurs, disons, j'écrivais le livre et la chronique alimentait, nourrissait totalement le bouquin, parce que des histoires comme ça, il y en a tout le temps, depuis notamment, disons, la séquence MeToo. Et par exemple, tombe au moment où j'écris L'affaire des Amandiers, le film de Valeria Tedeschi, dont l'acteur principal a été, alors je ne sais plus exactement où ça en est judiciairement, et s'il y a une poursuite véritablement judiciaire, mais en tout cas, il y a une affaire, disons, de viol autour de lui, dont il se serait rendu coupable, et autres, disons, autres agissements de la sorte. Je suis désolé de mon approximation parce que je ne me souviens pas du détail. Le film sort, et évidemment, beaucoup d'exploitants, alors le distributeur peut-être lui-même, les journalistes peut-être eux-mêmes, mais les exploitants aussi, se sont posé la question de savoir s'ils allaient tout simplement maintenir la mise à l'affiche dans leur cinéma de ce film. Alors pourquoi est-ce qu'on doit annuler un film, ne pas projeter un film dans la mesure où joue dedans, c'est même pas la réalisatrice qui a été incriminée, où joue dedans quelqu'un sur lequel pèsent des soupçons qui ne sont pas encore complètement établis judiciairement, je crois, de viol. C'est une question, un dilemme que se sont posés pas mal d'équipes d'exploitants, je pense. Moi, j'imagine très très bien les réunions. J'ai assisté d'ailleurs à ce genre de réunions parfois dans d'autres circonstances. Ils sont 4 ou 5 dans l'équipe et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est emmerdé. À la rigueur, on n'a pas envie de promouvoir ce film parce que ça pourrait sembler vouloir dire promouvoir le viol lui-même, en tout cas être d'une certaine passivité devant les exactions, les prédations diverses et variées, et notamment masculines. Et puis inversement, d'autres vont dire, mais en même temps, Valeria Bruni-Tedeschi, elle y est un peu pour rien quand même, etc., etc. Donc, exemple de Et débat. puis le film était passé à Cannes. Le film, il venait de Cannes aussi. Tout Ça, à c'est fait. très Mais c'est important, ça aussi. Ouais, mais c'est entre Cannes et sa sortie en salle que l'affaire a éclaté. En tout cas, les rumeurs, en tout cas, le début de l'instruction, encore une fois, je ne sais plus exactement le détail. Et souvent, d'ailleurs, on ne fait pas dans le détail dans ce genre d'affaires. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'histoire que nous autres, d'ailleurs, amateurs d'art, amateurs de cinéma, par exemple, nous sommes amenés à questionner, puisque constamment, la chose s'est posée. Elle s'est posée pour Philippe Garrel récemment, elle s'est posée pour Benoît Jacot, elle s'est posée pour Jacques Doyon, pour ne parler que des cinéastes incriminés, mais elle se pose aussi autour d'acteurs, etc. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on en arrive aux mêmes apories. Donc je me disais qu'un livre pouvait être une bonne occasion d'essayer de regarder en face cette affaire-là, peut-être se donner quelques petites boussoles de morale, déjà à moi-même et éventuellement à mon lecteur, et puis par extension, interroger, disons, les rapports entre la politique et l'art, et la morale et l'art. Oui, parce qu'il y a une chose quand même, je vais sortir, je me permets une digression. Hein. Je n'ai pas lu que la partie cinéma, tu imagines bien, j'ai lu tout le livre et je vais juste, j'ouvre une petite parenthèse quand même. Si on lit réellement le livre, je vais vraiment dire quelques mots et puis après je la referme très vite la parenthèse. Il faut savoir que enfin, tu te permets de bien t'en mettre des coups. Hein. Voilà. Maintenant, je referme cette parenthèse qui dit aussi, voilà, si on a bien lu le livre, on pourra dire il s'en met quand même des coups, Monsieur François Bégodeau. Voilà. Donc je referme cette parenthèse je pense que les gens comprendront ce que je veux dire. Je la referme. Donc, pour mettre, alors
je m'aperçois que dès le départ, il se passe un truc, c'est que et ça renvoie aussi à ton activité, enfin, ton ancienne activité de critique de cinéma quand tu écrivais, j'entends bien, pas dans l'oralité. L'oralité, tu continues encore. Encore que peut-être que tu écris, mais alors je ne saurais pas, mais en tout cas, tu as écrit et tu continues au niveau oral avec la gêne occasionnée. Et je me permets aussi de temps en temps aussi avec moi, hein, tu fais aussi, tu as une position de critique de cinéma, bien évidemment. Et tu commences d'emblée par parler de quelque chose, moi, qui me plaît tellement que ça en devient un peu trop, même me concernant, c'est la forme. La forme. Et donc, je me permets juste, je vais souvent lire, hein, mais parce que c'est important, c'est page 327, c'est juste une phrase. Il y a ça, et puis page 328. Tu mets 327, je te laisserai après contextualiser, mais en tout cas, dès que tu commences à parler de cinéma, tu dis et dans un film, le film 3 points, et là tu commences à parler de ce que tu vas dire sur plusieurs aspects. Alors, les mots sens auxquels s'opposent les mots matière. Hein, et 328, tu dis, la forme d'une œuvre, c'est sa facture, comment c'est fait, de quoi c'est fait. Et c'est marrant parce que ça renvoie au tout début du livre où tu parles de la notion de fait, c'est quoi un fait, et tu donnes des exemples, voilà. Donc, c'est pour dire que il y a toujours une structure et ça, c'est important de l'évoquer. Donc, voilà, pourquoi parler d'emblée de ça, de la forme? Est-ce que c'est une manière aussi de bien installer le décor pour ensuite, je connais un peu la réponse, mais je pense que c'est pas anodin de commencer. Allez, je me tais. Pourquoi la forme? Parce que c'est une question très épineuse des rapports entre l'art et la politique qui est subdivisible en plein d'autres questions. C'est-à-dire, comment pourrait-il y avoir un art politique? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, par exemple, un film politique. C'est une vieille question qui a souffert bien des analyses, bien des, comment dire, des aiguillages conceptuels de la part de gens tout à fait éminents, et une question qui m'a évidemment toujours passionné. Euh, euh, cette question, elle peut être ramenée aussi à un truc, c'est que si un art politique, c'est simplement un art qui dit des trucs qui sont politiques, qui produit des opinions politiques, dans ce cas-là, comment dire, on n'a pas besoin de l'art. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si un film politique, c'est simplement un film qui claironne des trucs de gauche à tous les plans, et à travers notamment la bouche de ses personnages, ou à travers une certaine configuration du scénario, ou un certain cheminement du scénario, à la fin, ça nous montre bien que le capitalisme est dégueulasse. Ah oui, mais tu vois, finalement, ce qui est bien, c'est que dans la classe ouvrière, il y a quand même des gens qui résistent. La preuve, à la fin, le héros, il... comment dire, il s'auto-licencie parce que par dignité, parce qu'il ne peut plus supporter de travailler dans cette boîte polluante. Bon, ça c'est du scénario. Je crache pas là-dessus. Il y a des films comme ça qui m'ont plu. Mais s'il s'agit de redire à l'identique ce qu'on sait déjà, alors je dirais l'art politique est une petite chose. Et d'une certaine manière, la politique n'a pas besoin de l'art. Donc une question qui se pose véritablement, c'est qu'est-ce que peut apporter de spécifique l'art dans l'effort politique? Et ce que peut apporter de spécifique l'art dans l'effort politique, eh bien c'est l'art lui-même, c'est-à-dire la forme. Parce que, disons, le phénomène esthétique, c'est quoi? C'est un phénomène formel. C'est pas des discours. Parce que si c'était des discours, c'est quelque chose qui pourrait indifféremment se distribuer dans un film, un livre, un tableau, éventuellement une chanson, un sketch ou que sais-je. Donc oui, il faut la question de l'art politique et la question immédiatement de comment pourrait-il y avoir une forme politique. Une forme politique, alors éventuellement par extension une forme de gauche, éventuellement par extension une forme de droite, et en plus par extension, je m'interroge à la fin du livre sur qu'est-ce que ça pourrait être une forme féministe. Puisque c'est un peu le sujet du livre, c'est un peu un de ces sujets fil conducteur. Et là, évidemment, ça se complique. Ça se complique parce que jusqu'ici, bon, disons, on était dans la fiction de gauche, comme on disait jadis, quoi. Bon, il y a des fictions, elles disent des trucs de gauche, c'est des fictions de gauche. Le public de gauche est content. Le public de droite trouve que, oh là là, quand même, le message bizarre, quoi. Ah oui, on nous martèle que la société est injuste, ça suffit maintenant. On est quand même dans les démocraties, c'est le moins pire des régimes. Bon, chacun sera renvoyé finalement à son quant à soi idéologique et le moment esthétique, l'expérience esthétique n'aura rien produit comme valeur ajoutée par rapport à la réflexion politique. Donc, bon, puisque j'essaie de me demander ce que peut être une forme politique et éventuellement, incidemment, une forme de gauche ou une forme progressiste, enfin, on l'appelle comme on veut, il faut d'abord que je définisse ce que c'est que la forme. Et là, je commence par dire, et c'est le petit passage dont tu as lu une petite bribe, c'est je commence par dire que surtout, faut pas avoir peur, les amis. C'est pas parce que je suis en train de dire qu'on va parler de forme
qu'il faut tous partir en courant en disant putain, ça va devenir élitiste là. Je veux dire, ça va être pointu. Je dis tout le contraire. Et j'en suis absolument convaincu. Pour moi, la forme, c'est ce qu'il y a de plus simple dans un film. Euh, pour ne parler que de film. La forme, c'est tout simplement, comment dire, la réalité sensible de l'objet film qu'on a devant soi. Et donc, la forme, c'est tout. La forme, c'est plein de trucs. C'est la forme du nez de l'acteur qu'on va voir pendant 2 heures à l'écran. C'est la profondeur des plans. Bon, il y a des plans qui parfois sont des aplats, et puis parfois des plans, ils sont en profondeur. Un enfant de 4 ans perçoit ça. Peut-être qu'un enfant de 4 ans ne saurait pas encore le nommer, et peut-être qu'il ne saurait pas exactement le conscientiser. Bon, mais il le perçoit. Ça prouve que c'est pas très compliqué à percevoir, en fait. Et donc, quand on parle de la forme, ben, il faut commencer par décrire les choses et voir. Et après, se demander, bon, qu'est-ce que ça voudrait dire une forme politique? Et qu'est-ce que ça voudrait dire voilà. Alors, je prends juste un petit exemple avant de te laisser la parole, mais je prends un exemple avec Margin Call, qui est vraiment un film que j'adore, de Ah Chandor. ben, j'allais t'en parler. Bah, écoute, ça tombe bien. Et bon, Margin Call, on pourrait dire, il a un contenu déjà qui est assez anticapitaliste. En tout cas, extrêmement corrosif sur ce qu'a été la crise des subprimes en 2007-2008. Puisqu'on passe la nuit où tout a été chamboulé. 36 heures, je crois, ouais, pratiquement. Ouais. Un peu plus d'une nuit, ouais. Et bon, très bien. Donc déjà, le film est déjà passionnant sur, j'allais presque dire ce qu'il dit. Mais il ne se contente pas de dire l'anticapitalisme, en tout cas, disons, la toxicité fondamentale et structurelle du capitalisme. Et d'ailleurs, la toxicité invariante du capitalisme, parce que c'est un élément très intéressant du film, c'est de dire le capitalisme n'a pas attendu la crise des subprimes pour être profondément toxique. Bon, il est structurellement cela. Comme le redit un monologue extraordinaire de Jeremy Irons vers la fin. Mais là, c'est un monologue. C'est des mots brillamment tournés. C'est vraiment d'une grande intelligence. Les dialogues sont d'une grande intelligence dans le film. Et là, on est un peu dans, tu vois, pour reprendre ton exemple, on est dans les mots sens. Des mots qui Ouais. font sens. Et donc, ça aurait pu être invariablement ou indifféremment, ces mots auraient pu se retrouver dans une pièce de théâtre ou dans une page de roman. Ça aurait été un dialogue entre, voilà, bon. Alors, qu'est-ce qui fait que le cinéma apporte un peu son outillage propre à, je dirais, la charge politique? Bah, c'est parce que dans sa factualité même, dans sa facture, et notamment dans la façon dont il a de négocier le récit, il sape de l'intérieur ce que j'appelle le récit libéral. Le récit libéral, qui d'ailleurs préside à peu près à tout le cinéma américain, et peut-être même à tout le cinéma mondial, en tout cas dans sa version mainstream, c'est l'idée qu'en fait, sont les personnages principaux, les forces agissantes dans le scénario américain type, qui est un scénario libéral, c'est les individus. Les individus font des trucs, quoi, et ils prennent des décisions qui vont changer les choses. Dans le film, Margin Call, je prends que cet aspect-là, parce que sinon ça serait trop bavard, je renvoie au livre après pour ceux que ça intéresserait, mais les individus, qui sont pourtant un peu présentés comme les personnages principaux, il y en a 4 ou 5, on va dire, dont des acteurs assez connus. Je dis acteurs connus parce que du coup, ça les identifie comme étant porteurs du récit. Mais ces gens-là, quelque initiative qu'ils prennent, de toute façon, ça ne changera rien à la fatalité structurelle qui est au travail. Ni d'ailleurs les opposants à, disons, au coup pendable qu'est en train de fomenter cette espèce de grande firme internationale, dont Jeremy Irons est le patron. Non, ni les opposants, ni d'ailleurs ceux qui sont plutôt partie prenante et plutôt favorables à la manœuvre. Finalement, les actes des individus sont réduits à néant. Il n'y a que la structure qui agit. Et ça me paraît fondamentalement dans la forme même, dans, disons, la configuration narrative même du film, ou je dirais plutôt anti-narrative du film, ça me paraît, ça, profondément et formellement anticapitaliste. Alors, je vais un peu trop vite et ça doit paraître un tout petit peu abstrait pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais voilà, c'est pour donner un exemple de raisonnement que j'essaie de tenir dans les pages cinéma du livre. Alors, c'est pas du tout abstrait, et même, tu vas voir, on va continuer encore plus loin, parce qu'il y a effectivement ce film. Bon, il y a un moment, tu parles aussi de Ken Loach, de Girlfriend Experience avec Soderbergh. D'ailleurs, je me souviens que, moi aussi, je fais des digressions, je me souviens que lorsqu'on avait fait cette rencontre avec Frédéric Mercier au Club de l'Étoile, tu en avais parlé, et tu avais dit, il y a des cinéastes, c'est comme ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas de questionner de cette manière-là la politique. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Mais alors, question super provocatrice. C'est pas de ça dont tu parles dans le bouquin, hein, je tiens. Mais à ce moment-là, question provocatrice et très naïve. Est-ce qu'on peut appeler ça finalement? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cinéma pour le coup, ces cinéastes-là? Oh, je crois qu'il faut quand même. Et moi, le livre n'arrête pas de, comment dire,
de promouvoir une sorte d'ouverture sensible. Et donc, moi, je suis ouvert à toutes les propositions esthétiques et je n'assigne pas du tout à l'art le fait d'être politique. Ça serait bien réducteur. Ça serait bien réducteur. Donc, quelqu'un qui chemine dans son... Enfin, je veux dire, par exemple, tu vois le cinéma de Vera Setacool, c'est le Ouais. premier exemple qui me vient à l'esprit parce que c'est un cinéaste que j'adore, dans lequel on pourrait trouver des éléments politiques, des éléments sur la situation de la Thaïlande, etc. Bon, oui, il y aurait possibilité de trouver des choses. Mais enfin, globalement, Vera Setacool n'est pas là-dedans. Je pense que fondamentalement, c'est un cinéma plus ou moins ontologique, je veux dire, qui va plutôt s'intéresser sur qu'est-ce que c'est que la condition humaine et qu'est-ce que c'est que le rapport au monde et qu'est-ce que c'est que l'être. Disons les choses presque philosophiquement, quoi. Sachant que l'être chez lui se déplie de façon extrêmement baroque, on pourrait dire. Donc, tu vois, je veux dire, non, laissons les artistes travailler ce qu'ils ont envie de travailler. Si un artiste a envie, tu vois, en peinture, par exemple, ceci, et moi j'aime bien les exemples de peintres parce qu'ils sont toujours très, comment dire, spectaculaires, si j'ose dire, bien qu'étant très mineurs. Il y a des peintres qui peignent des vases, des bouquets de fleurs dans des vases. Bon, on pourrait dire, ah ouais, oui, si, c'est politique, parce que quelque part, ça montre un intérieur bourgeois. Ou que non, 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 non. Le peintre s'est entiché, a été obsédé pendant le temps où il a peint ce tableau, où il a réalisé ce tableau, par le rendu des fleurs, le rendu des pétales, le rendu des tiges, le rendu peut-être même du reflet, disons, des jeux de l'eau sur les tiges si jamais le vase est transparent, etc. Donc, il faut bien accueillir ça. Il faut accueillir, nous autres qui sommes très intéressés par la politique, nous devons admettre que, je veux dire, il y a tout un pan de l'art et tout un pan d'ailleurs de la vie humaine qui ne s'y intéressent pas, en tout cas pas prioritairement. Et tout va bien comme ça. Ça, c'est pas grave, quoi. Au contraire, je veux dire, encore une fois, ça élargit les choses, quoi. En revanche, moi, ce que je trouve toujours plus redoutable, c'est d'aller voir des œuvres qui se prétendent politiques et qui, en fait, pour moi, ne sont que morales. Donc ça, il faudrait voir la distinction. Ou alors des œuvres qui ne se prétendent pas politiques, qui précisément se drapent dans une espèce d'apolitisme sceptique et un peu souverain. Ça, je trouve que c'est assez bourgeois comme trait. Non, non, mais moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Moi, je m'intéresse qu'à l'amour, aux sentiments, etc. Et qui, en fait, sont politiques malgré eux. En tout cas, ne cessent de faire symptômes politiques malgré eux. Et c'est toujours intéressant d'aller les voir. Moi, je trouve le cinéma d'Emmanuel Mouret extraordinairement politique malgré lui. On ne trouvera pas finalement meilleure documentation sur ce que ça pourrait être un ethos bourgeois que les films d'Emmanuel Mouret. Je dis ça parce que j'ai vu son dernier avec toujours à peu près la même consternation que je voyais les précédents. Oui, c'est vrai que tu n'aimes pas trop Mouret, je crois. Enfin, je crois que c'est ça. Non, j'aime pas ça, non, non, non. Mais c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Hein. C'est parce que je suis. Mais bien sûr, c'est jamais de la faute de Mouret. Ouais. Je suis un peu Mouret, moi, comme dirait l'autre. Enfin, peut-être qu'un jour on en parle de Mouret. Non, mais attends, continuons parce que voilà, il y a ça, il y a le film de fiction. Là, pour le coup, c'est pas un documentaire, c'est une fiction, mais ça reste toujours un film. L'établi. Tu parles aussi de films de Ruffin et de Perret, de Boulet-Femme. Enfin, et voilà. Et puis, il y a un moment, j'ai l'impression que ce serait peut-être le contre-champ, ou alors peut-être que j'ai rien compris. D'un seul coup, enfin, tu reviens à Jeunet. Et ça, c'est passionnant parce que tu dis, il y a un paragraphe, Jean Genet, hein. Il y a un paragraphe, pour ceux qui n'auraient pas compris, 346, le wagon Genet peut néanmoins être raccroché au train de gauche. Si Genet esthétise la déchéance sociale, chante les fastes de l'abjection, zoome sur la nuque d'un gros dur comme il détaillerait un chausson dans un fragonard, là tu le sais, la peau sur la nuque faisait 3 plis que précisait un peu de crasse, et ben c'est par stratégie de survie. Et c'est là, c'est stratégie de survie. Sublimer pour supporter, embellir son passé pour mieux l'accepter. De point ouvrir les guillemets, je veux réhabiliter cette époque en écrivant avec les noms et les choses les plus nobles. Plus loin, derrière les épanchements extatiques, c'est bien un malheureux qui parle. Sous le chant d'amour, un cri du cœur. Et en fait, est-ce que ce serait finalement le fait que tu convoques Genet, ce serait le contre-champ à tout ça, au film de Ruffin, à l'établi, à tout cela. C'est-à-dire cette manière, comme tu le dis, de la stratégie de survie. Est-ce que ce serait un peu de cela? Oui, alors ça c'est un petit peu, ça concernerait presque le contenu de Genet, ce qui se trame véritablement dans ses livres. Mais ce dont je pars concernant Le Nez, c'est pour ça que c'est un pivot fondamental dans mon livre. C'est vraiment presque une pierre d'angle, quoi. Parce que, je veux dire,
un danger qui guette quiconque s'interroge sur ce que pourrait être un art politique, c'est qu'en fait, sa quête est immédiatement biaisée par une question qui est un peu sous-jacente, à savoir, qu'est-ce que pourrait être un art qui soit conforme à mes idées politiques? En fait, quand des intellectuels de gauche, et j'en cite quelques-uns, et j'en Ouais. suis, s'interrogent sur ce que pourrait être un art politique, en fait, la question implicite, c'est ils s'interrogent sur ce que pourrait être un art de gauche. Et on se retrouve avec une situation un peu bizarre. Je parle de Sandra Lucbert à ce moment-là, Sandra Lucbert qui est voilà, appelons-la une essayiste ou une philosophe, je ne sais pas comment elle s'appellerait elle-même, très de gauche radicale, etc., qui est tout à fait recommandable, et qui a un rapport à la chose esthétique, elle-même étant écrivaine d'une part, et en plus, je crois, très versée dans la littérature. Je crois qu'elle était prof de lettres jusqu'à une certaine époque, peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Enfin, globalement, la jonction entre art et politique l'intéresse beaucoup. Mais l'écoutant parler, et puis lisant son dernier ouvrage, je me dis, mais en fait, je me vois presque en miroir, mais je dis, mais en fait, nous autres, on n'est pas, sous couvert de s'interroger sur un art politique, on est en train de s'interroger sur un art de gauche. Parce qu'il va sans dire pour nous qu'une politique ne peut être que de gauche. Et là, j'en arrive un petit peu à changer mon fusil d'épaule, ou en tout cas à changer un peu comment dire, mon cap dans ma réflexion, en disant, mais en fait, c'est pas ça. Il y aura une expérience politique véritablement devant une œuvre si je suis véritablement déplacé par elle. Pas si j'y trouve exactement ce que je suis venu y chercher. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose comme. Il y a quelque chose d'un peu macabre, en tout cas, comment dire, sinistre, dans le fait que bah, des gens de gauche vont aller voir des films de gauche parce qu'ils allument des clignotants de gauche, et on va se repaître d'idées de gauche ou de formes de gauche d'ailleurs, hein. Oui, je vais me repaître de Margin Call, dont je viens de dire tout le bien que je pense, et je continue à en penser beaucoup de bien. Mais je suis entré dans la projection très anticapitaliste, et j'en ressors très anticapitaliste. Bon, on pourra dire que Chandor a simplement étoffé mon anticapitalisme. Mais si l'art, ça n'est que ça, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà intéressant, surtout quand il y a des propositions esthétiques aussi fortes que celles de Margin Call. Mais si l'art politique, ça n'est que ça, ben, c'est pas grand-chose non plus. Vous voyez, on se rend compte. Donc, j'en arrive à plutôt mettre en avant les expériences esthétiques où je me suis trouvé moi-même déplacé. Et avec Genet, pour y revenir, il y a quelque chose qui est fondamentalement perturbant chez Genet, c'est que vraiment tous les signes extérieurs de Genet annoncent pratiquement l'écrivain de gauche idéal. Pourquoi l'écrivain de gauche idéal? Parce que pour une fois, c'est pas un écrivain bourgeois. Genet, on connaît son parcours, il vient d'assistance publique, tout ça, voilà, il est un orphelin, on va dire, qui se trouve avoir été délinquant, qui a été menacé de bagne, en tout cas qui s'est retrouvé en prison à maintes reprises, en tout cas dans ses 20 ou 25 premières années, ou 20, 25 ou 30 premières années. Bon, ben, c'est parfait pour nous, quoi, gens de gauche. Parce que non seulement on va avoir un témoignage en première main de ce que c'est qu'un marginal, qui s'est pris un peu le réel social dans la gueule, quoi, et tout petit. Et en plus, il est partie prenante. Enfin, je veux dire, on ne pourra pas dire qu'on parle à la place des pauvres. C'est le pauvre lui-même qui va comprendre. C'est parfait. Je veux dire, bon. Et moi, quand j'ai lu Venet pour la première fois à 20 ans, je me suis dit, mais ça va être mon écrivain préféré. C'est génial, quoi. Et je lis Genet et j'y trouve absolument pas ce que j'attendais à y trouver. Et c'est ça qui est intéressant. Et Genet ne cesse de décevoir l'attente de gauche. Ça ne veut pas dire qu'il fait des livres de droite, hein, ni des pièces de théâtre de droite. Ça veut dire qu'il fait autre chose. Et que donc Genet me déplace, parce qu'il me déçoit, parce qu'il me déstabilise. Et ça, je pense que c'est aussi une expérience politique. Et peut-être que c'est comme ça, indépendamment de ses contenus de gauche ou de ses formes de gauche ou de ses contenus de droite et de ses formes de droite, que l'art peut être profondément politique, ou qu'en tout cas, il peut nous proposer une expérience politique qui est d'ailleurs pour moi une expérience profondément subversive et anarchiste, à savoir, j'occupe une place, et quand j'arrive au devant de l'œuvre et dans le temps même de mon expérience esthétique, je suis déplacé. Voilà. Bah, ce déplacement-là, c'est peut-être le mieux que l'art a apporté à l'effort politique. Et là, tu vois, on est arrivé très très loin de ce que serait, oui, des contenus ponctuellement de gauche ou anticoloniaux ou antiracistes ou féministes, etc. Et je fais à peu près le même genre de raisonnement d'ailleurs pour ce que je tiens pour être des livres ou des films féministes. Oui. Eh ben, page 375. Page 375, c'est un peu long là pour le coup, mais c'est important. Dans ce livre, je te cite, dans ce livre, tout est possible. Ce livre est un non-lieu où je me meus incolore et délavé.
Roi en mon royaume, blaireau en mon terrier, mule à mon piquet, j'y soulève sans nuire des questions qui n'intéressent que moi et auxquelles je fournis des réponses qu'à loisir j'estime brillantes. Je note d'abord que la saisie féministe de l'art, aujourd'hui courante, concerne rarement les œuvres. Adèle Haenel ne quitte pas les Césars parce qu'elle trouve scandaleux de sacrer une merde comme j'accuse, mais de sacrer un film dont l'auteur a jadis violé une mineure. Polanski aurait-il été en lice pour un film sur la pêche à la mouche qu'elle se serait barrée tout pareil. On pointe les comportements de Picasso avec ses compagnes, pas sa peinture, même si ces taureaux entreprenants des femmes sont vus comme des aveux, au même titre que le travail plastique d'un Claude Levesque. L'œuvre n'est toujours pas coupable, elle est indice, trace, symptôme, preuve si on veut. J.K. Rowling n'est pas conspuée pour des scènes zoophiles de Harry Potter, hélas introuvables, mais pour ses déclarations sur les transgenres. L'homme pâle n'a pas annulé son concert à Charleville suite à la diffusion sur Spotify d'un son phallocrate, mais suite à l'ouverture d'une enquête pour viol. Que Sébastien Coé soit un meilleur cinéaste que Woody Allen ne comptera pour rien dans les affaires qui les touchent respectivement. Dans la plupart des cas, les artistes accusés pourraient être aussi bien plombiers, quoique des plombiers violeurs soient pour la presse moins vendeurs. Là, on est dans le sujet, là. Hein. Là, c'est parti. Bah, c'est-à-dire, j'essaie de procéder méthodiquement par rapport donc aux affaires, aux types d'idées qui se sont posées. Méthodiquement, je commence par dire, bon, je note que pas mal de ces affaires qui concernent le milieu de l'art, parce qu'il y en a d'autres qui concernent le milieu de la politique, je sais pas, Nicolas Hulot. Il y en a qui concernent le milieu du journalistique, par exemple, Patrick Poivre d'Arvor, etc. Mais il y en a qui concernent le milieu culturel. J'observe que souvent, ce qui est incriminé, mais c'est tout à fait normal d'ailleurs, puisque ce sont des affaires judiciaires, ce sont des comportements des artistes, des comportements qu'on prête à des artistes, qu'on prête, à tort ou à raison, et la justice tranchera, à des artistes. Et c'est très rarement les œuvres. Donc là, moi, je dis déjà, moi, c'est pas ça qui va m'intéresser ici. Moi, je suis pas là pour statuer sur le fait que Depardieu est un violeur de niveau 8, 9, 12, 24. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'il pourrait y avoir une critique féministe des œuvres elles-mêmes. Des œuvres elles-mêmes. Donc, dans le cas de Polanski, bah oui, je rappelle que Adèle Haenel, quand elle s'est levée au César, c'était pas parce qu'elle avait détesté J'accuse et qu'elle considérait que J'accuse était un film phallocrate, ou un film misogyne, ou un film qui corroborait ou entérinait la domination masculine, mais parce que Polanski a les boulets qu'on sait, a les casseroles qu'on sait, et qu'elle trouvait important de manifester son opposition au fait qu'il ait été plébiscité malgré ses casseroles. Je m'empresse de repréciser que j'ai trouvé ce geste tout à fait sain de la part d'Adèle Haenel, dans la mesure où elle percevait, et moi aussi je le percevais, dans le vote même pour Polanski, en fait, un suffrage. Je suis sûr que cette année-là, beaucoup de gens qui ont mis un bulletin Polanski dans la catégorie meilleur réalisateur, je ne sais plus ce qu'il a eu ce jour-là, enfin cette année-là. Meilleur réalisateur, hein. Je crois que c'était meilleur réalisateur, hein, je crois. C'était meilleur réalisateur. Donc, comment dire, évidemment que ça valait soutien à l'homme. Et évidemment que ça valait les féministes ont commencé à nous emmerder. Et ça, je pense qu'Adèle Haenel a donc bien fait de sortir. Mais donc, c'est pas du tout mon propos dans le passage que tu as cité de remettre en question l'attitude d'Adèle Haenel, qui est une attitude politique que je partage, enfin que je cautionne, que j'approuve. C'est le mot le plus, le plus pertinent. Les deux. Je vois pourquoi on aurait besoin de ma caution. Oui. En revanche, bon, voilà, moi, mon truc, ça va être plutôt dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer qu'un film est féministe ou alors est le contraire de féministe. Et comme d'habitude, je vais plutôt essayer de me porter sur les affaires de forme. Effort qui est beaucoup fait. Je ne suis pas le premier à me poser cette question-là. Ça fait très très longtemps que pas mal de critiques, on va dire, d'inspiration féministe le font. Ça fait même près d'un demi-siècle. Après, il faudrait voir comment c'est fait. Alors, je ne connais pas évidemment l'ensemble de la production critique féministe du monde, ça c'est sûr, mais je vois des tendances majoritaires se poser, et je pense qu'il y a deux tendances majoritaires dans la saisie féministe de l'art, en tout cas dans le passage au crible féministe de films, par exemple, on va s'en tenir au film aujourd'hui, il y a deux choses, repérer le male gaze, un concept qui a un demi-siècle, mais qui a fait florès notamment depuis une dizaine d'années, à travers notamment le travail d'Iris Bray en France, mais à travers le travail de pas mal d'autres gens. Voilà, donc on s'est tous mis un petit peu questionner les films en fonction du male gaze. Je l'ai encore vu récemment, on faisait une gêne occasionnée sur Anora, le film de Sean Baker,
Et parmi les questions que nous ont posées les gens qui nous suivent, parce que souvent on finit à gêne occasionné en répondant à quelques questions, et ben il y avait, enfin quand même, tu trouves pas que c'est un peu Mel Gay ce film? Quand même, ça commence sur un travelling sur des culs, puis quand même, l'héroïne est totalement sexualisée tout le temps, alors que les mecs sont pas du tout sexualisés, etc. Donc on avait voilà. Mais ça, on l'a tous vécu, enfin, ou observé, c'est devenu un critère fondamental dans le champ critique. Et puis il y a une deuxième façon d'évaluer, c'est ce que j'appelle la comptabilité des signes ou la comptabilité des représentations. Enfin, sur faire une espèce de recension de la bonne tenue en termes de représentation d'un film. Par exemple, est-ce qu'on y voit des femmes dans des rôles pas stéréotypés? Quelle est la représentation qu'on fait du genre féminin ou de la jante féminine, si on veut, dans tel ou tel film? Ah, bah oui, comme par hasard, l'héroïne est une infirmière, ou alors l'héroïne est une prostituée, ou alors l'héroïne est une mère de famille. Ça, mauvais point, -4, parce que ce sont des rôles stéréotypés dans lesquels on a enfermé les femmes pendant très très longtemps. Ah, une héroïne est chef d'entreprise, mieux, 1 point. Une héroïne est une grande intellectuelle, ou je sais pas, une chercheuse en physique-chimie à Harvard. Bon point, parce qu'il est rare, c'est bien de donner des rôles comme ça à des femmes, alors que pendant des années, des décennies, non seulement ces postes ont été plutôt monopolisés par les hommes dans la vie, mais ils étaient aussi monopolisés par les hommes au cinéma. Et donc voilà, c'est ça qu'on fait. Comptabilité intéressante, regard intéressant sur le cinéma, lecture féministe, enfin je dirais comptabilité féministe qui produit des effets de vérité et des effets de sens, et qui appelle aussi à des torsions de représentation. Donc ça c'est très bien, ça fait partie du progrès, quoi. Hein, je veux dire, sauf que je trouve qu'à la fois la grille Mel Gaze et la grille comptable me paraît quand même limitée. Et surtout, elles me paraissent maintenant déjà un peu périmées, à l'heure où de plus en plus de réalisateurs sont des réalisatrices. Oui, Euh, c'est ce que tu dis vers la fin. C'est oui, oui, exactement ça. oui, il y a une ultra-féminisation du champ culturel. Et ça, je pense qu'il faut quand même en prendre acte quand on prétend faire une lecture féministe du champ culturel. Les choses ont incroyablement changé depuis 50 ans. Moi, je le vois dans le milieu littéraire, dans le champ littéraire, disons plutôt, c'est plus intéressant parce que le champ, c'est une notation un peu économique et pas une notation un peu mondaine. Le milieu littéraire, ça fait mondain. Le champ littéraire, c'est plus intéressant. Et donc, qui travaille dans le champ littéraire? Quels sont les gens qui sont au poste de pouvoir, enfin, en tout cas de direction? Eh ben, c'est de plus en plus des femmes. Et par ailleurs, on sait très bien que le lectorat de roman est à 80%, 80% féminin. On sait qu'il y a de plus en plus d'autrices et de moins en moins d'auteurs. En tout cas, que la proportion, c'est très largement, enfin, le partage, c'est très, très largement équilibré. Bon, voilà tout ça. Je ne dis pas que ce soit pas bien, je m'en réjouis. Mais je dis qu'il faut quand même savoir en prendre acte si on est encore à l'hypothèse comptabilité. Parce qu'en fait, la comptabilité, comment dire, elle va bientôt être périmée dans la mesure où tout ça est en train de se rétablir, et à juste titre. Mais à partir du moment où vous avez, moi je prends un exemple comme une mule, c'est Barbie. Il y a un truc qui m'a fait marrer dans Barbie, que je trouve un peu savoureux, c'est qu'à un moment, Barbie donc, se retrouve dans le vrai monde, pas le monde Barbie. Et alors, il y a un truc qui l'étonne beaucoup. Il y a vraiment un truc qui l'étonne énormément, c'est vraiment ça la percute, c'est que les ouvriers de chantier sont des hommes, les chauffeurs de bus sont des hommes, les hommes politiques sont des hommes, enfin le maire est un homme, etc. Bah oui, c'est quand même globalement notre société où il y a encore quand même, les choses sont encore très très genrées, comme on sait, et souvent en faveur des hommes. Mais pourquoi ça l'étonne? Bah parce qu'elle, elle a vécu dans le Barbie World. Et dans le Barbie World, eh ben, plein de postes de pouvoir, plein de postes intellectuels, plein de postes même de force physique sont occupés par les femmes. Ce que je veux dire, c'est que le monde, comment dire, qu'attendraient de ses voeux des critiques très féministes comme par exemple Sandra Logier, qui ne cesse de regarder les films et les séries sous cet angle-là, il est déjà réalisé, ça s'appelle le Barbie World, où depuis des décennies, nous avons une Barbie entrepreneuse, une Barbie intellectuelle, une Barbie tout ça, tout ça. Et donc, ce que je dis à ce moment-là, encore une fois, je m'associe à cet effort-là et je pense qu'il y a encore des choses, il y a encore comment dire, il y a encore des terrains à conquérir. Je sais bien. Mais quand même, ça me fait parfois l'impression qu'on vole au secours de la victoire, comme on dit. Et que beaucoup de critiques féministes s'échinent ou s'éreintent et produisent beaucoup d'efforts pour conquérir une citadelle qui, en fait, a été depuis très très longtemps abandonnée par les hommes et qu'ils ont laissé un peu vide et à disposition. Et notamment, je dirais par exemple le cinéma d'auteur.
le cinéma d'auteur, comme je le note un moment, le cinéma d'auteur français est assez factuellement, je veux dire, c'est presque comptable, devenu presque un cinéma d'autrice. Voilà, demande-toi les figures du cinéma d'auteur français. On voit bien ce que j'entends par cinéma d'auteur, hein, c'est une catégorie assez large en fait. Hein. Bon, qui serait pas la comédie populaire à la un truc en plus, ça serait pas non plus le Comte de Monte-Cristo, ce serait un peu cette espèce de forme du milieu qui est en même temps qui se veut un petit peu intelligente, un peu profonde, un Alors, peu... je vais te dire, c'est moi qui le dis, hein. C'est absolument pas toi qui le dis ou qui l'écris. Je suppute en interprétant ce que tu voudrais dire, que on va dire que euh, le risque du cinéma français au niveau des films, la qualité intéressante pas la qualité, c'est pas un bon mot, la qualité, ça renvoie à Truffaut, non, faut pas utiliser la qualité. Non, mais là où je veux dire, c'est que là où vraiment c'est passionnant aujourd'hui le cinéma français, ce serait souvent un cinéma qui serait réalisé par des autrices. C'est un peu ce que tu dis. Ah, ben attends, je dis plusieurs choses. Moi, pour l'instant, j'étais vraiment comptable et j'étais presque, comment dire, Oui, oui, cliniquement comptable de la oui. situation. Les Cliniquement. faits, dès Sans le aucun début jeu. du livre, les faits, les Je faits. note que dans ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, et qui serait en fait, je ramais pour le définir tout à l'heure, mais un cinéma où on reconnaîtrait la patte d'une subjectivité Oui. qui est celle de la personne qui signe le film. Voilà, on va dire les choses comme ça. Eh bien, regardons des figures de cet ordre-là qui sont apparues, disons, dans le business du cinéma d'auteur, ou en tout cas dans le domaine d'activité que je décris, ce sont essentiellement des autrices. Il y a encore des auteurs, bien sûr, des hommes qui apparaissent. Je veux dire, ils ne sont pas complètement destitués ou grand remplacés. Euh, mais ce sont des autres. Et donc, je dis simplement ça pour dire, j'en étais simplement à dire, peut-être qu'il n'est plus temps de réclamer ce rééquilibrage paritaire de l'activité cinématographique, là où en fait elle est en cours, enfin ce rééquilibrage est en cours, a déjà eu lieu et en fait va faire son chemin encore plus avant. Voilà, c'est pas. Et moi, alors moi j'ai plutôt tendance à m'en réjouir. J'avais fait une conférence en 2008 sur le rapport du cinéma d'auteur masculin, du cinéma d'auteur donc, euh, en 2008, il y avait une grande hégémonie encore des hommes dans ce secteur-là d'activité. Et j'avais fait une conférence qui m'avait pris beaucoup de travail parce que j'avais revu tous les Chabrol, tous les Godard, tous les. Enfin, ben, je les connaissais déjà, donc j'avais un peu complété. Bon, en fait, des grandes figures d'auteurs. Et c'est vrai que je constatais que quand même, on pouvait non pas liquider ce cinéma au titre de son masculocentrisme. Je ne suis pas Geneviève Cellier, encore une fois, mais en tout cas, notez que nous avions souvent un point de vue dit masculin sur les choses, qui n'empêche jamais d'ailleurs le brio, le génie, dans le cas de Chabrol, comme dans le cas de n'importe quel autre grand cinéaste français du XXe siècle. Et je me disais que finalement, la seule façon de sortir un petit peu de cette aporie, bon, d'une part, il y avait quand même des grands personnages féminins chez Godard, chez Chabrol, chez plein de gens. Hein. Donc, je notais plein Oui. d'exceptions à ce fait structurel, chez Rivette, bon, etc. Le cinéma français aura quand même fait bien le boulot de faire émerger des grandes figures féminines. Mais quand même, je disais, finalement, la seule manière de véritablement sortir un peu de cet étouffement et de cette espèce de vase clos masculin, et de cette emprise quand même du regard masculin sur les personnages féminins, bah, c'était que les femmes se mettent à faire de la réalisation. Alors, il y en avait déjà un certain nombre. Hein. En 2008, il y avait Claire Denis, il y avait Patricia Mazui, il y avait eu Chantal Akerman, il y avait encore Chantal Akerman, etc., etc. Il y en avait quand même un certain nombre, mais elles étaient quand même minoritaires. Et je notais à la fin de ma conférence que je me réjouissais de l'avènement, je crois que c'était 2009 ou 10 plutôt que 2008, de l'avènement de cinéastes comme Céline Sciamma, qui venait de faire, je crois, Naissance des pieuvres et Tomboy. Je crois qu'elle avait fait les deux, qui sont pour moi ses deux meilleurs films. Et puis de Sophie Le Tourneur, qui, je crois, venait de sortir Ma vie au ranch, où j'avais vu là ce que ça pouvait faire. Que, bah oui, il y a un regard féminin, en tout cas, qui importe dans le cinéma ce qu'on pourrait presque appeler un vécu féminin aussi, dans la mesure où, par exemple, dans Ma vie au ranch, Sophie Le Tourneur racontait sa vie. Elle n'a d'ailleurs jamais cessé depuis. Bon, les gens qui me suivent savent que c'est sans doute. Enfin, en tout cas, c'est une de mes cinéastes français préférés et un de mes cinéastes préférés du moment, peut-être même du monde. Et elle n'a jamais cessé de raconter sa vie, en tout cas de mettre à l'écran sa propre vie avec une technique et un bricolage qui lui est propre, mais quand même de mettre son cinéma est globalement d'inspiration autobiographique. Et c'est très très bien pour le cinéma parce que
arrivent dans le cinéma des bribes de vécu, des fragments de sensibilité qui n'y étaient pas. Et donc c'est très bien. Mais si je reviens à mon point qui est qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire un regard féministe sur le cinéma? Je pense que le geste prioritaire maintenant n'est plus de faire de la comptabilité. Puisque précisément, bon, je pourrais ajouter une dernière chose, c'est qu'une des raisons pour lesquelles le cinéma d'auteur est très largement devenu un cinéma d'autrice, c'est aussi parce que les hommes l'ont délaissé. Comme à chaque fois d'ailleurs que des places peuvent être conquises par les femmes, on peut toujours être sûr que dans un premier temps, c'est parce que les hommes ne s'y intéressent plus à ces espaces. Et une des raisons pour lesquelles souvent, anthropologiquement et sociologiquement, des hommes délaissent des espaces d'activité économique ou d'activité artistique ou les deux, c'est que ces domaines sont déclassés. Et donc, il ne faut pas se réjouir trop vite non plus. En tout cas, il ne faut pas se réjouir univoquement du fait que le cinéma d'auteur devienne un cinéma d'autrice, en tout cas se féminise à vue d'œil, parce que c'est aussi un symptôme de déclassement. Je ne dis pas que ce soit la cause d'un déclassement, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis Ouais, pas en train ouais, non, mais, de merci dire de le que justifier, mais le j'avais cinéma compris. d'auteur est très mauvais, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que voyant qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine, on peut être sûr que c'est parce que fondamentalement, les hommes ont considéré que c'était un peu démonétisé. Et de fait, nous vivons quand même une sorte de démonétisation du cinéma d'auteur français. Économiquement, il suffit de regarder les chiffres. Donc voilà, il faut compliquer un peu cette affaire plutôt que de simplement, bah, disons, compter les points, quoi. Donc ça voudrait dire, en fait, tu dis que, par exemple, c'est parce qu'il y a moins de subventions, de financement pour pouvoir faire ces films, qu'on trouve beaucoup plus des films à grand spectacle, à gros budget, qui sont énormément exploités dans les salles de cinéma, comme D'Artagnan ou enfin comme Les Trois Mousquetaires, et qui sont pour le coup réalisés plus par des hommes que par des femmes. Et ce qu'on constate absolument, je pense que si tu faisais, disons, le bilan paritaire de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, donc tu trouverais une vraie parité, je pense, entre les signatures féminines et les signatures masculines. J'y vais un petit peu au pif, mais c'est un petit peu l'intuition que j'en ai. En tout cas, parmi les plus connus et les plus en vue. Voilà, j'en ai déjà cité deux. Il y en a plein d'autres qui vont émerger depuis récemment, depuis une dizaine d'années. Par contre, si tu vas du côté des gros budgets, alors là, il n'y a plus de parité qui tienne. Là où il y a de la thune, c'est toujours les hommes qui règnent en maître. Et c'est parfaitement féministe que de le remarquer. Et d'ailleurs, beaucoup de féministes, beaucoup de critiques d'inspiration féministe l'ont noté bien avant moi. Oui, là où il y a du gros budget, les hommes sont toujours dans le pouvoir. Mais du coup, de voir que effectivement, il y a beaucoup moins d'hommes maintenant dans le cinéma d'auteur, je disais, réjouissons-nous-en comme une espèce de rééquilibrage, pratiquement de justice sociétale, un accès de justice sociétale, mais activons immédiatement les petites antennes de méfiance, à savoir, si on a laissé la place aux femmes, c'est probablement parce qu'il y a moins d'argent à s'y faire. Voilà. On va parler un peu de certains films, parce qu'il y a une phrase que tu dis qui est très cinématographique. Déjà, page 389, tu dis à un moment, se peut-il que le bénéfice pour la cause féministe soit aussi un bénéfice pour l'art? Voilà, cette question est posée. Puis ensuite, tu parles de La Nuit du 12, tu parles d'autres films. Et puis un peu plus loin, tu parles de Portrait de la jeune fille en feu pardon, de Céline Sciamma. Je crois même qu'il y a eu une gêne occasionnée. C'était pas la première gêne occasionnée? C'était la première, mais tu es un historien de la gêne occasionnée absolument implacable. Je suis le Pierre Tchernia de la gêne occasionnée. On m'a comparé une fois à Bernard Pivot. J'ai pas osé réagir parce que pour moi, c'était pas un compliment. Mais je dis, bon, bah, allez, je suis Bernard Pivot. Allez, je referme cette parenthèse. Et il y a aussi L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. Bon, bref, il y a un moment, et tu parles aussi de Jusqu'à la garde, bon, qui est un film qui m'avait posé problème aussi, et pour d'autres raisons. Il y a un moment, tu dis, un peu plus loin, tu dis, mais, donc tu cites pas mal d'exemples, et tu dis, dans L'amour et les forêts, par exemple, je n'ai rien vu. Et moi, je prends cette phrase et je me dis, est-ce que cette phrase peut s'appliquer aussi à Jusqu'à la garde ou alors au film de Portrait de la jeune fille en feu, à tous ces films-là? Est-ce qu'il y aurait cette phrase-là, je n'ai rien vu? Et qu'est-ce que tu n'as rien vu? Eh bien, J'ai en tout des cas, idées. tu vois, je reprends mon concept, en tout cas ma petite notion de déplacement. Est-ce qu'une œuvre me déplace? Ça veut dire, est-ce que j'y vois, est-ce qu'il s'y passe quelque chose que je n'avais pas anticipé? Ou en tout cas, quelque chose qui me déborde un peu par rapport à ce que sont mes préjugés ou par rapport à ce qu'est ma complexion habituelle, mon tempérament habituel, quoi. Est-ce que ça m'emmène vers des territoires de perception un petit peu nouveaux, bon, etc.
L'amour et les forêts, pour prendre que celui-là que je détaille quand même assez longuement, est un film militant. Pour moi, un film militant, à un moment, j'oppose film militant, film politique, et je dis le film militant, le film politique cherche, le film militant a déjà trouvé. Et il ne trouve que ce qu'il a déjà trouvé. C'est un film militant, je veux dire, qui se termine très clairement, parce que ça raconte, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est adapté d'un roman de Éric Reinhardt, et ça raconte une femme qui a été sous emprise d'un espèce de tyran domestique, son mari, pendant quelques années, joué par Melville Poupeau, et c'est Virginie Efira qui joue la victime, une victime absolue de ce mec qui est une sorte de, oui, de mâle surdominant. Et il y a même quelques violences conjugales qui ont lieu au long de la vie conjugale de ce couple. Donc voilà ce que raconte le film. Bon, très bien, très très bon sujet. Parce que moi, je suis totalement pour qu'on s'empare de ces sujets-là. Et peut-être que d'ailleurs, voilà, le grand apport de l'arrivée en masse des femmes dans le cinéma d'auteur, c'est que précisément, elles vont se concentrer sur des sujets qui étaient peut-être un peu occultés jusqu'ici. De la même façon, d'ailleurs, dans la société, la question des violences conjugales était quand même très largement sous-traitée, y compris par les médias, pendant des décennies, pendant des siècles. Bon, et on en parle de plus en plus, tant mieux, et le cinéma en parle de plus en plus, notamment à l'instigation ou sous l'impulsion de femmes. Voilà le grand bénéfice du partage paritaire des tâches, ou en tout cas des places dans l'art. Bon, alors après, je regarde le film. De quoi est-il fait? Qu'est-ce qui fait le film? Eh bien, le film est militant. D'ailleurs, il se termine pratiquement par un appel presque face caméra, enfin regard caméra de la juge ou de la victime, je ne sais plus, et qui dit faites comme elle. Parce que en fait, Virginie Efira a enfin trouvé son personnage, qui s'appelle Blanche d'ailleurs, c'est intéressant, Blanche, qui s'appelle Blanche, a enfin trouvé la force, le courage, la vaillance, les ressources d'aller enfin porter plainte et d'échapper à l'emprise de ce mal impérieux et impérateur. Et donc s'ensuit un processus judiciaire qui mènera au divorce. Et après le divorce, ou en tout cas pendant l'entretien qui préside au divorce, eh bien, il y a pratiquement un regard caméra de la juge qui dit faites-en de même. Donc ça, c'est vraiment la signature d'un film militant. C'est un film militant qui dit moi, je veux vous sensibiliser aux violences conjugales, donc je vais vous les montrer. Deuxièmement, vous les femmes qui regarderiez ce film, et si jamais vous vous trouvez dans cette situation-là, on sait que de nombreuses femmes se trouvent dans cette situation-là, eh bien faites comme Blanche. Donc en fait, c'est ça le film militant, c'est quand un personnage porte en lui-même pratiquement une sorte d'exemple, il fait exemple dans son attitude est pensée pour être exemplaire, et pour éventuellement que des gestes soient effectués après le film qui améliorent la situation des unes et des autres, en l'occurrence plutôt des unes. Ok, très bien. C'est la facture d'un film militant. Mais alors moi, j'aime le cinéma, moi. Moi, je veux les bons films. Donc un film militant qui démontre ce que je sais déjà et qui est un bon tract, est une bonne sensibilisation à une cause, je m'en réjouis politiquement, je m'en réjouis moralement, mais cinématographiquement, ça ne va pas faire la blague. Ça ne va pas suffire à faire un film. Et ce dont pêche le film, c'est précisément d'être militant, et notamment d'avoir la partialité de tout militant, c'est-à-dire de prendre totalement fait et cause pour son personnage féminin. Alors, je ne dis pas du tout, et j'essaie de le dire avec nuance dans les pages que je développe sur le film, je ne dis pas du tout que le film dont je rêvais, c'était un équilibre moral entre les deux parties prenantes. Je ne suis pas un droitard. Je ne suis pas en train de dire, oui, enfin quand même, dans cette affaire, il y en a que pour la meuf, c'est le mec qui a tous les torts, ça suffit, parce que souvent c'est un peu plus partagé que ça. Non, pas du tout. Je crois que tous les torts sont du côté de l'homme. Mais ce n'est pas un partage moral auquel je pensais. C'est un partage presque esthétique. C'est un partage d'attention que le cinéaste, ou la cinéaste en l'occurrence, c'est Valérie Donzelli, aurait accordé équitablement à la victime et au bourreau. Parce que l'art ne s'embarrasse pas de parité morale. Enfin, il peut s'embarrasser de parité morale, mais dans sa facture même, ce qui va être le dieu de l'art, c'est l'intérêt, c'est la vie. Là où il y a quelque chose d'intéressant à aller dire. Or, Valérie Donzelli, par militantisme, choisit vraiment d'épouser totalement le point de vue de Virginie Efira, la victime. Et finalement, Greg, le mari, joué par Melville Poupeau, on s'y intéresse assez peu. On le voit surgir de loin en loin dans le film pour venir commettre les violences qu'il commet, essentiellement verbales et parfois physiques. Alors qu'il me semble que le truc le plus intéressant à faire, à la fois pour la cause féministe et pour la cause du cinéma,
c'était évidemment de creuser un peu la psychologie de ce prédateur, la psychologie de ce type malade, de ce pervers. C'était évidemment, comment dire? Quand on prend, si tu veux, quand on essaie d'écrire un film ou un livre, qui va se passer à peu près dans tel domaine, avec à peu près tel personnage, je pense que le bon réflexe d'un artiste quand il est en train de pondre son truc, quoi, de le penser, c'est de dire: «Où est-ce que c'est le plus intéressant? Quel est le personnage le plus intéressant?» Et le personnage le plus intéressant, pardon de le dire, c'est sans doute peut-être un peu moralement incorrect, heu, mais en fait, moi, je crois pas que ce soit moralement incorrect, mais en tout cas, des moralocentriques pourront trouver ça incorrect. C'est évidemment le bourreau, c'est évidemment le coupable, parce que c'est lui qui est complexe. Parce que la victime, en tant que victime, n'a aucune complexité. Je veux dire, elle n'a pas choisi d'être victime. Donc, elle subit totalement la situation. Notre bourreau, notre tyran, lui, comment dire? Il est actif dans, la situation. Il a des affects en lui qui le portent à être un bourreau, alors que la victime n'a pas d'affect en elle qui la porte à être une victime. Sauf à croire que, elle a un peu mérité d'être une victime, elle l'a un peu cherché, ce qui n'est pas du tout mon idée. Et donc voilà, donc le film, en gros, en résumé, rate totalement son point d'intensité ou son point de richesse et son point de complexité. Et il s'en tient à une espèce de truc très manichéen, très binaire. Bon, bah, lui, il est absolument dégueulasse et elle est absolument pure et innocente et pure victime. En fait, elle va beaucoup s'intéresser à l'état psychologique de la victime, ce qui n'est pas inintéressant, mais qu'on a déjà vu quand même 4000 fois, qu'on a déjà trop vu, j'ai envie de dire. C'est très bien qu'on se penche sur les victimes, mais quand on a vu et revu et revu et revu à quel point on passe d'un état de sidération à un état de colère, puis à un état de passivité, puis à un état de révolte, enfin des choses comme ça, c'est un peu les passages obligés du scénario de la victime. Bah moi, j'ai envie qu'on s'intéresse un peu au bourreau davantage, parce que encore une fois, c'est là que ça devient quand même tout à fait bon, d'abord grinçant, gênant, malaisant, mais aussi passionnant. C'est-à-dire comment un être humain peut en arriver là. Et là, il faudrait s'armer, comment dire, d'un autre outillage cinématographique. Parce que moi, ce qui m'intéresserait là-dedans, et je ne perds pas de vue le féminisme, c'est de comprendre comment des hommes, parce qu'ils sont sans doute agis par des structures patriarcales, des structures anciennes, des structures de domination masculine, des structures sociales, anthropologiques, économiques aussi, eh bien, se retrouvent à devenir des bourreaux, ou se retrouvent à avoir très peu de considération pour l'altérité féminine, au point d'être des harceleurs, je veux dire, récurrents. C'est là que ça deviendra intéressant. Donc je conclus un peu mon passage sur ce film en disant, mais le film sacrifie la vie au nom de la cause, mais il a ni la cause ni la vie. Ni la cause ni la vie. Parce que je pense que de se situer dans le point chaud du bourreau, aurait à la fois servi beaucoup le film, l'aurait rendu 1000 fois plus intéressant, et aurait aussi servi la cause. Parce que je pense qu'une cause s'enrichit toujours de regarder en face comment dire, l'adversaire, son adversaire. En l'occurrence, la masculinité toxique, appelons-la comme ça. Un film comme Jusqu'à la garde, qui est réalisé par un cinéaste, par un homme et non pas par une femme, et qui raconte pratiquement la même chose, plus ou moins la même chose, parce que il y a pas un procès, enfin, bah, quand même avec une dernière partie où là, pour le coup, on est dans un film d'horreur. C'est-à-dire qu'on est dans un film d'horreur dans le sens où c'est montré littéralement que c'est un film d'horreur. Le méchant, le monstre surgit pour attaquer et son ex et son enfant. Moi, bah, moi, à l'époque, quand le film était sorti, qui venait d'un court-métrage déjà, et le film, quand il était sorti, le long-métrage, qui avait fait vraiment sensation, je trouvais, pour le coup, que je n'avais pas assez vu cet homme. J'avais trop vu le personnage joué par Léa Drucker, si je me trompe bien. Et moi, ce qui me manquait pour le coup, et Dieu sait que je ne demande pas ça à un film de cinéma, mais ce qui me manquait pour le coup, c'est que je ne comprenais pas finalement qui était ce personnage, d'où il venait. Je n'avais pas la sensation qu'avant le film, il avait une vie. Alors que Léa Drucker, on voyait qu'elle avait une vie, et même une vie pas terrible, et qu'elle essaie de reconstruire tout ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a cette idée de je n'ai pas vu, et pas j'aurais voulu voir, hein. Je n'ai pas vu. Mais il y a aussi une autre question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que ce genre de regard critique peut être aussi entendu par les autres? C'est-à-dire que c'est très compliqué de parler de ça parce que
tu le fais depuis 1h04, tu l'as fait aussi dans ton livre. Il faut quand même bien utiliser les mots, et rappeler à chaque fois certaines choses qui sont totalement évidentes. Et je me dis que moi, enfin, quand je parlais de ce film Jusqu'à la garde, qui est un film qui est passionnant pour le coup, mais de cet aspect que je n'ai pas vu, comment dire, on n'est plus dans une stratégie de survie, comme tu le disais, par rapport à Jeunet. Et donc, quand tu parles de ça avec certaines et certains, eh ben, on a du mal à être entendu parce que c'est comme si finalement on avait besoin, on était comme tu l'as très bien dit, dans un discours un peu de droite qui voudrait justifier, indirectement justifier. Voilà. Alors que non, c'est qu'il y a le cinéma. Et s'il n'y a pas de cinéma, eh ben, on peut écrire un livre, on peut faire une toile, ou prendre des photos, ou une pièce de théâtre. Mais là, pour le coup, il y a le cinéma. Et le cinéma est complexe de ça, normalement. Donc, il est où, lui? Non, mais c'est pour ça que je rapproche effectivement dans la page L'amour et les forêts Jusqu'à la garde, parce que pour moi, ils subissent exactement le même écueil. Enfin, en tout cas, ils pâtissent de la même faiblesse, à savoir d'avoir choisi de se concentrer sur la victime, ce qui, encore une fois, me paraît une disposition empathique relativement compréhensible. Euh, mais après, il faut voir ce que ça donne, quoi. Et ça donne effectivement un film pratiquement asymétrique, enfin presque Ouais. borgne. Presque borgne. Deux films assez bornes parce qu'ils décident de ne pas considérer véritablement la psychologie profonde des bourreaux. Et du coup, effectivement, Ménochet, dans Jusqu'à la garde, est presque transformé en ogre. C'est une espèce de. C'est pratiquement un conte. Et on arrive. Et c'est là que le manichéisme structurel ou constitutif du film militant rejoint le manichéisme constitutif du conte pour enfants. De tous ces contes qui nous ont fait tellement flipper quand on était gamin, tu vois, où c'était toujours un peu horrible les contes, en fait, le petit Pousset, tout ça, c'est des trucs horribles, qui sont d'ailleurs assez brillants dans leur écriture et parfois dans leur version cinéma ou dessin animé. Et donc oui, deux manichéismes vont se soutenir l'un l'autre, quoi, celui du film militant et celui du conte. Et donc la partition, en tout cas la dichotomie homme-femme devient une pure dichotomie de contes horribles, de contes maléfiques, entre l'absolue victime, le petit chaperon rouge, et l'ogre ou le loup, ou le prédateur avec un grand P, celui qui vient des bois. Et Ménochet, d'ailleurs, avait été un peu casté pour ça, parce qu'il a un peu le physique de l'emploi, de l'ordre, quoi, de mec un peu comme ça, enveloppé, massif, costaud, effrayant, et qui a... Ça, c'était intéressant, c'est que, oui, un des problèmes des violences conjugales, c'est que souvent, l'homme a l'ascendant physique, et donc c'était très très bien de l'avoir représenté comme ça. Mais il n'en reste pas moins vrai que, effectivement, pour quiconque s'interrogerait au départ sur, mais en fait, qu'est-ce qui conduit un mec à faire ça à la Ouais. femme avec qui il a vécu et qu'il a aimé et avec qui il partage encore des enfants post-divorce, ça paraît complètement dingue. Mais justement, ça paraît dingue, mais le cinéma ou l'art peut avoir pour fonction de regarder en face ce truc que dans notre vie courante, nous n'avons parfois pas le temps de regarder en face. C'est ça que je défends beaucoup dans le livre. C'est que le regard esthétique nous offre, disons, la situation esthétique nous offre de quoi regarder mieux des choses qu'on ne prend jamais le temps de regarder dans la vie, soit parce que précisément on n'en a pas le temps, soit parce qu'on ne s'en donne jamais la latitude morale. Parce que dans la vie, il faut qu'on prenne des décisions morales assez claires. Je veux dire, moi, si demain j'apprends qu'une de mes copines a été violée ou tapée par son mec, mon urgence sera de lui porter assistance. Je n'aurai qu'une fonction, qu'une obsession, ce serait me porter au secours de la victime et faire ce que je peux pour elle, si jamais je peux faire quelque chose. Et je ne serais pas en train de me dire, mais alors, disons, le mec qui t'a tapé, là, mais ça vient d'où? C'est quoi son enfance? Quel rapport il avait à sa maman? Non, non, je n'aurais pas le temps de le faire dans la situation. Et d'ailleurs, ça serait presque malvenu de le faire dans la situation. En revanche, dans l'art, je peux. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu consterné et navré de voir que des films ne m'offrent pas cette possibilité qu'offre l'art, à savoir de calmement rebattre un peu, non pas les cartes morales, mais les cartes de la perception et de l'analyse, qui fassent que oui, je peux prêter attention calmement et sans pousser des cris d'orfraie ni me flageller à un bourreau. Ce qui ne veut pas dire que je vais terminer le film en l'aimant, en ayant de l'empathie pour lui, quoique ça peut arriver aussi, hein. L'art contient ce genre de zone affective un peu trouble, et c'est ce qui fait son prix. Il arrive que parfois, on tombe amoureux d'un méchant dans un film ou d'une méchante. Bah oui, chose qui n'arriverait peut-être pas dans la vie, ou peut-être arriverait dans la vie d'ailleurs, parce que la psyché humaine est quand même complexe. Donc oui, oui, Jusqu'à la garde, qui me paraît un bien meilleur film, parce que de fait, il allait au bout du conte pour moi. Il était très très fort dans le film d'horreur.
Donc c'est un film qui me paraît bien meilleur que L'amour et les forêts, mais d'un point de vue cinématographique, en tout cas du point de vue de la complexité du bourreau, il est tout aussi plat. Et j'insiste encore lourdement sur le fait que c'est aussi au nom du féminisme que je suis en train de parler. Parce que je pense que le féminisme ou l'intelligence féministe ou l'effort analytique féministe aurait tout à gagner à se servir de la scène esthétique ou de la situation esthétique pour explorer jusqu'au bout les problèmes, jusqu'au bout les questions que parfois on n'a pas trop le loisir d'explorer, en tout cas dans ces termes-là, quand on est pris dans une espèce d'urgence militante dans la vie courante, où il faut parer à des urgences judiciaires ou que sais-je. Voilà, donc ça me désole toujours un peu que l'outil cinématographique qui nous Ah offre, oui. comme on sait, d'abord de la durée, Oui. de l'attention, un moment d'attention, et aussi peut-être une disposition morale qui met un peu en sourdine pendant 2 heures comment dire, la propension à s'indigner, la propension à tout de suite pousser des cris de scandale à propos de tout. Ça, c'est plutôt les réseaux sociaux. La situation esthétique, c'est autre chose, quoi. Elle nous permet plein de choses. Donc, c'est vrai que je suis toujours un peu déçu et un peu désolé quand on fait de l'art un peu au rabais, en quelque sorte. Et j'insiste vraiment toujours lourdement, l'art est sacrifié au nom de la cause, mais en fait, ce sont des films qui n'ont ni l'art ni la cause. C'est une phrase très churchillienne, ça. Oui, bah, je Oui, m'inspire oui, évidemment de la bien fameuse sûr. déshonneur et la guerre, et guerre et déshonneur. Enfin, je ne sais plus comment c'est tourné Non, en il lui français. avait dit, vous avez voulu la, non, vous ne souhaitez pas la guerre, vous avez voulu la paix, bah vous aurez la guerre. Et un truc comme Ouais. ça, il avait dit. Non, je pense que c'est plus subtil. Je pense que vous avez risqué, je crois, vous avez voulu la paix au prix du déshonneur, vous aurez le déshonneur et la guerre. C'est plus un truc Tu comme crois que ça. c'est le déshonneur? Moi, je Parce pense qu'il qu'il est, en tout cas, il est question d'avoir sacrifié quelque chose à l'autre et d'avoir perdu quelque chose et d'avoir perdu sur tous les tableaux. Voilà. sur tous Et les je tableaux. pense Ouais, non, mais qu'effectivement, l'art militant, et je pense qu'en ce moment, l'art militant est très majoritairement incarné par des films féministes. Je dis à un moment qu'à un moment, l'art militant, il était plutôt centré sur des questions classiquement sociales, c'est-à-dire des questions de lutte des classes, au sens classique du terme. Euh, Sachant que le rapport de genre peut être aussi un rapport de classe, comme on sait. Mais disons, je dis classiquement sociaux. Et maintenant, c'est vrai que je vois, moi, débouler sur les plateformes ou dans les salles de cinéma ou à la télévision sous forme de séries, énormément de films militants. Et en général, leur militance ou l'objet de leur militantisme est le féminisme. Et donc, c'est quand même important qu'on fasse une espèce. En fait, c'est ça que je voulais faire dans ces dernières pages du livre, enfin, dans les 20 ou 30 pages où j'aborde ce problème-là. C'était un petit point d'étape, un premier bilan. Parce que ça fait 10-15 ans qu'on voit arriver comme ça cette espèce de tsunami de films qui s'étiquettent eux-mêmes féministes, parce qu'on sait bien aussi que par ailleurs, l'étiquette féministe est devenue un argument marketing, est devenue presque une espèce de sous-genre. Bon, Netflix en sait quelque chose. Et donc on fait un bilan. On fait un bilan politique et esthétique ou politique esthétique. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers quelques exemples. alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je rappelle que nous parlons uniquement, et encore que, hein, parce que ça fait partie de l'intention, enfin, du conducteur du livre que tu as écrit comme une mule, édité chez Stock. Nous, on s'intéresse surtout à la partie cinéma, même s'il y a des corrélations avec le reste. Écoute, moi, je voudrais terminer sur une chose qui est incroyable. Incroyable parce que quand je crois, hein, peut-être que tu vas me contredire, mais quand tu écris ce petit chapitre, je pense pas que tu aies lu encore l'entretien et tu parlais de tsunami, c'est marrant tout ça. Ah, c'est impressionnant les transitions. Que tu aies lu l'entretien qu'Audrey Diwan accorde à nos amis de la revue de Tsunami, parce que ça a été fait juste après, qui est un entretien, je crois, qui va devenir cultissime. Moi, je n'ai jamais vu une scénariste dire ce qu'elle a dit par rapport à un film. Donc, je lis juste, ça, c'était pas par rapport à. Ça, c'était par rapport à Bac Nord, j'entends bien. Mais ça peut se rejoindre. Là, tu parles d'un truc aussi important, c'est novembre. Page 387. Tu écris Novembre honore la jeune femme qui a révélé la planque d'Abaoud, en fuite après l'attentat du 13 novembre. À l'écran, cette héroïne est voilée alors que son modèle ne l'est pas. Pourquoi? On voit bien pourquoi. Le voile, roi des signes, signe déclaré ostentatoire par une loi en 2004, est là pour calmer d'avance les spectateurs gauchistes enclins à accuser d'islamophobie cette traque de basanés barbus. Comment ce film pourrait-il flirter avec les amalgames, que tu mets en italique, amalgames, alors qu'évolue en son cœur une musulmane ostensible?
Prisé par les producteurs de contenu rapide, le signe permet d'émettre un message simple. La stratégie du signe n'intervient pas à la jointure de l'art et de la politique, mais de l'art et de la publicité. Dans Novembre, le produit à vendre, pardon, est une traque d'arabe au pluriel sans racisme, comme on vendrait du beurre sans gras. Le signe est un raccourci bien pratique, un voile et le tour est joué. Un voile sur la tête d'une comédienne et voilà contrebalancer la libido identitaire du film. Ces flics dévoués à la République contre nos ennemis, en italique, nos ennemis, sont du jardin plus cocardiers que jamais. Cette guerre déloyale ne fait que commencer. Cédric Jiménez n'est pas raciste. Il n'a même pas cette consistance-là. Simplement, lui et ses auteurs préfèrent les signes de l'éthique à l'éthique, dont le moindre scrupule était de ne pas piétiner la vie réelle d'une jeune femme. Suite à la plainte de celle-ci, la justice a imposé au producteur un carton final, stipulant que cet ajout de tissu relève d'un choix de fiction. Ça mange pas de pain, ça peut d'ailleurs s'inverser en 2 secondes. Aussi bien pourrait-on affubler Abaoud d'un Coran en forme de sabre pour signifier la sauvagerie intrinsèque du texte sacré. Et cette facile réversibilité achèverait d'acter l'inconsistance marketing de la politique des signes. Autant tu ne connaissais pas les propos d'Audrey Diwan chez Tsunami, mais ça, c'est un peu prophétique, parce que tu l'écris juste avant. Quand même, il y a un truc là. Ah bah, non, mais moi, j'ai pas lu d'ailleurs tout l'entretien, mais effectivement, je le trouve Alors, intéressant. est-ce que tu as lu la partie où elle revient sur Bac Nord et elle dit Voilà, cette séquence-là, ce que vous avez vu, j'ai jamais écrit ça de ma vie. ouais. Bon, Voilà. après, moi je ricanais un peu quand même en lisant. Bon, d'abord, je remercie toujours les amis de Tsunami d'arriver à décrocher des scoops comme ça. Ouais, ils sont Décidément, bons. quelle grande revue. Mais ils sont jeunes et impétueux. J'ai une grande nostalgie. Comme moi, tu veux dire. Parce que bon, toi, c'est Comme vrai que tu toi, avais ouais, lu. on est dans la Comme même moi. génération, ouais, tout à fait. C'est de la même génération. Non, moi, je rigolais un peu sarcastiquement. C'est pas bien, je ricanais en fait, parce que je me disais, il y a eu ce couple Audrey Diwan, Jiménez, bon, qui maintenant donc est séparé, comme elle le raconte, hein. Je me Très bien, permets de ouais. le dire parce que voilà, elle le dit elle-même, mais l'existence du couple c'est-à-dire, je pense qu'ils se sont quand même fréquentés amoureusement, sentimentalement, à un moment où elle était en train de préparer l'événement de adaptation d'Annie Arnaud, film claironné féministe, et où lui était en train d'écrire Bac Nord, mais avec elle d'ailleurs. Bon. Et donc Bac Nord, donc vraiment le cinéma couillu, quoi, le cinéma masculin. Donc je pense que c'est le seul ressort. Moi, je le dis, hein, Bac Nord pour moi est beaucoup moins un film raciste qu'un film viriliste. Et en fait, il construit une vision des banlieues, une vision des quartiers nord de Marseille, qui est en seconde main raciste. Mais je veux dire, la première impulsion de Jiménez, c'est d'abord de faire des films de bonhomme. Bon, et que pour ça, il a besoin de constituer une espèce d'adversité banlieusard particulièrement musclée et couillue. Et du coup, ça produit objectivement une sorte de représentation très raciste de la faune qui habiterait les quartiers nord. Je crois qu'encore une fois, le racisme est incident. La passion première, comme souvent d'ailleurs à l'extrême droite, à l'extrême droite, même la plus raciste, quand on creuse un peu, on trouve toujours que la passion première, finalement, c'est beaucoup plus le masculinisme que le racisme lui-même, qui serait presque pour moi, collatérale à cette première donne masculiniste. Mais bon, j'avais un petit peu développé ça dans mon livre qui s'appelle Notre joie. Et donc, oui, bon, je me disais, c'est quel drôle de couple, quoi. Et donc, oui, là, de voir que maintenant ils écrivaient ensemble Bac Nord et qu'elle, visiblement, n'a pas voulu en faire ou ne voulait pas en faire le film très droitard que c'est devenu, très, disons, en hommage aux flics, quoi. C'est pratiquement, c'est le plus bel hommage, l'hommage le plus vibrant qui a été fait aux flics qui sont d'ailleurs les flics les plus à droite actuellement en activité, à savoir les mecs de la BAC, quoi. Bon, très bien. Bon, Audrey Diwan, à l'époque, ne s'en est pas rendu compte, etc. Bon, moi, je lui fais crédit du fait voilà, de son honnêteté, mais je vais pas trop. J'en pense un peu pas moins. Par ailleurs, j'ai vu Emmanuel. Bon, voilà. Donc, sans commentaire. Qui est précisément un film qui envoie des signes féministes aussi, parce que je reviens à cette histoire de signes, parce que c'était ça l'objet du passage sur Novembre que tu as lu. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à la fois du côté de la critique, on repère les signes, signes favorables aux féministes, signes défavorables, des points en moins, des points en plus, et surtout, on sait très bien que c'est comme ça maintenant que se fabrique dans l'usine même du cinéma ou des productions ou de la fiction audiovisuelle, c'est comme ça que se fabriquent ou s'élaborent les scénarios. C'est-à-dire que c'est des systèmes de signes, quoi. Bon, alors, est-ce qu'on a un personnage féminin qui est puissant, là? Oui, on en a un, c'est bon, ça va, c'est safe. Ça serait bien qu'il y en ait deux, parce qu'il y a quand même 3 mecs en face, donc c'est comme ça que ça s'écrit maintenant.
je dis bien dans la fiction audiovisuelle majoritaire et mainstream. J'ose espérer que dans le vrai cinéma, le cinéma qui vit, le cinéma intense, ça se passe pas comme ça, justement, qu'on s'occupe d'autre chose. Et donc, eh ben dans Novembre, il y a ça. Oui, c'est une histoire de signe. Alors, c'est pas strictement féministe, d'ailleurs. Là, il s'agit plutôt de la question raciale. Mais oui, ils sont en train de faire un film qui est quand même objectivement raciste. Enfin, en tout cas, oui, j'allais presque objectivement raciste, au sens où Sylvie Laurent parle parfois d'un racisme sans raciste. Sylvie Laurent qui pense beaucoup autour du capitalisme et de la race, etc., que je recommande. Elle parle d'un racisme sans racisme, notamment à propos, par exemple, des électeurs de Trump ou à propos voilà, des démocraties occidentales. Et oui, je pense que le racisme de Novembre est un racisme sans raciste. Moi, je ne pense pas que Jean Dujardin soit raciste. Je ne pense pas que Jiménez soit raciste. Mais ils font des films objectivement racistes, puisque, en gros, ils organisent toute une espèce comme ça de furie, d'action, où il s'agit quand même de courser des Arabes. Alors, des Arabes très, très méchants, parce que c'est ceux qui sont l'auteur du 13 novembre. Ok, très bien. Mais c'est des Arabes quand même. Et donc, on a des flics blancs qui poursuivent des mecs barbus. Et donc, ça crée dans le spectateur une sorte d'adrénaline de la chasse aux barbus, quoi, en fait, objectivement. Oui, mais ils mettent délibérément dans ces quelques flics, certains, on comprend qu'ils sont, qu'ils sont Mais bien issus de sûr. cette fameuse phrase issue de l'immigration, Mais oui, mais ça qui est c'est pareil, horrible. c'est les signes. Ça, c'est des trucs de producteurs et de scénaristes. C'est bon, alors attends, non, non, mais on est quand même en train de faire une traque d'arabe. En même temps, on n'est pas raciste. Ça serait bien quand même que Télérama vienne pas nous emmerder. Ces espèces de gauchos bien pensants là. Bon, donc, tiens, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un flic arabe. C'est des signes. C'est des signes. C'est ça que j'appelle le système de signes. Mais c'est pas sérieux d'écrire des choses comme ça. Parce qu'à partir du moment où l'écriture consiste à 90% à disposer des signes, vous oubliez d'écrire. Vous oubliez de faire du cinéma véritablement, et d'ailleurs, Jiménez aurait dû se concentrer davantage sur la facture même de son film, qui est quand même pas de très haut niveau. Et puis, il y a donc ce signe des signes, effectivement, il y a ce truc qui a fait l'objet d'ailleurs de certains articles de journaux au moment de la sortie du film, qui est passé relativement inaperçu d'ailleurs, ce qui serait déjà intéressant à commenter. Mais à savoir qu'effectivement, l'héroïne du film, qui est l'héroïne inspirée du réel, puisque c'est celle qui a appelé les flics parce qu'elle avait repéré Abaoud, parce que sa cousine la connaissait, je passe. Et donc, c'est un peu voilà, l'héroïne de la République, quoi. Et en plus, alors c'est en plus une héroïne arabe, quoi, qui a pris fait et cause pour la République, c'est génial, quoi. C'est une prise de guerre, pratiquement. Bon. Et cette héroïne, elle est voilée dans le film, elle n'est pas voilée dans la vie. Et d'ailleurs, elle l'a fait remarquer, il y a eu un procès, puis après, il y a eu une espèce d'accord à l'amiable. Bon, bah pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on sent bien qu'on est en train de faire un film qui est quand même un peu crypto-raciste, on va quand même, en tout cas, islamophobe, eh bien, nous allons produire un signe musulman, nous allons parer ou alors affubler du signe musulman entre tous notre héroïne. Et comme ça fait la blague, c'est cool, on ne pourra pas dire que le film est islamophobe. C'est des signes qu'on envoie. Mais ce que je note dans le passage que tu as lu, c'est qu'on voit bien qu'on a affaire à deux éthiques qui se percutent et qui se télescopent, en tout cas qui rivalisent. Et moi, je préfère très largement la seconde. La première éthique, c'est l'éthique des signes. Elle ne mange pas de pain, comme je le dis. Hein. Oui, oui, je vais mettre une femme voilée comme ça. Et puis, il y a la deuxième éthique, ça serait le respect du réel, quand même. Et c'est celle qui m'apporte le plus. Et je pense que fondamentalement, d'ailleurs, il n'y a de politique au cinéma et de politique en art qu'une politique de la justesse. Et ça peut être une justesse de gauche ou de droite, mais c'est une politique de la justesse. Et ben, la justesse aurait voulu que cette héroïne inspirée de faits réels, et très clairement inspirée de faits réels, le film est même plus qu'inspiré de faits réels, il est même la documentation assez factuelle de ce que fut la traque d'Abaoud. Dans ce cas-là, si la femme en question dans la vie n'était pas voilée, une éthique élémentaire aurait dû faire qu'elle ne soit pas voilée à l'écran. Mais on voit bien que Jiménez n'est pas de cette école-là. Il n'est pas de cette école éthique-là. Il est plutôt de l'éthique Netflix, c'est-à-dire celle qui, en fait, s'en fout de tout, qui veut simplement créer une espèce de signalétique rassurante pour son spectateur, que surtout ça ne fâche personne, et que donc on évolue dans l'espèce de bulle de bien-pensance un peu molle et anodine et approximative, qui est la plus susceptible de rassembler un maximum de public. Voilà en fait l'enjeu. C'est pour ça qu'il faut toujours parler quand même des enjeux économiques quand on parle disons, d'une saisie politique des films. Il faut quand même d'abord toujours regarder dans quelle logique économique il se trouve. C'est un petit peu ce que je fais avec Damien Chazelle, par exemple. Je reviens sur le film Whiplash, son premier, je crois. Euh, Exactement. et j'essaie de comprendre comment ce fan de jazz a pu limiter et réduire au sens le plus fort du terme, le jazz à un concours de tapage sur les tambours. Parce que c'est quand même ça qui se passe. C'est-à-dire, à aucun moment on ne détaille
ce que pourrait être la subtilité de la musique jazz, qui pourtant, je pense, importe à Damien Chazelle. Et donc, tout le film se cristallise, pour ceux qui l'ont vu, sur cette espèce de duel de gros bras, finalement, parce qu'il s'agit de tenir le plus longtemps possible le battage de Kessler. Voilà. Bon, il a ramené ça à ça. Et moi, j'essaie de refaire le raisonnement pour comment un amoureux du jazz a pu, à ce point-là, piétiner son art, l'art qu'il aime, pour le présenter d'une si grossière manière à l'écran. Mais c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que Damien Chazelle voulait faire un film grand public, donc il voulait beaucoup d'argent. Pour le faire, il voulait une grosse production. Et dans une grosse production, tu emmerdes pas les gens avec le jazz. Hein. C'est pas réconciliateur le jazz, c'est pas consensuel. C'est un mec qui comprend rien au jazz qui parle. Hein. Mais au moins, moi, j'avoue ma faiblesse. Le jazz est segmentant, comme on aurait dit à une époque. Le jazz, si tu consacres beaucoup de minutes à prêter attention à qu'est-ce que c'est que le jazz, comment ça se compose, comment ça s'improvise, comment ça s'écoute, peut-être l'histoire du jazz, peut-être les modalités esthétiques différentes du jazz, que Chazelle aurait pu faire parce qu'il connaît vraiment cette musique, eh bien, tu fais un film d'auteur, mais même pas d'auteur. Tu fais un film de festival, tu fais un film de niche, tu fais un film d'underground. Et bah, tu ne peux pas viser le grand public que visait Chazelle. Donc, comme il voulait du grand public et il voulait du jazz, et à l'intersection des deux, il a trouvé cette espèce de compromis qui est de transformer le jazz en performance et la performance en performance physique. Et ça donne ces espèces de scènes totalement ridicules, et d'ailleurs, au passage très virilistes, où il y a des espèces de des concours de tambour, moi j'appelle ça. Donc, tu vois, j'ai pensé à ça, je ne pensais pas en parler, mais il est très très intéressant de regarder toujours les conditions de production, ou donc, quelle est l'identité économique d'un film pour juger de ses gestes politiques aussi. Je pense que il faudrait que je regarde, parce que je ne connais pas très bien la série qu'il avait faite, The Eddie, mais je ne sais pas si pour le coup ça parle aussi. Tu l'as vu? Je sais que tu n'es pas très série, mais je ne sais pas si tu as Je vu. pense que là, moi, je venais de voir White Plush, je me dis là, au moins, le mec va avoir le temps. Mais comme d'habitude avec la série, ça rappelle ce qu'on avait cru que serait la série au tout début de son émergence dans les années 90-2000, à savoir que là, au moins, on aurait du temps. On aurait du temps parce qu'on aurait des épisodes, on aurait 6 fois des épisodes d'1 heure, 12 fois des épisodes d'1 heure. Et donc, je me disais, tiens, oui, la Chazelle, le temps qu'il n'a pas pris dans Whiplash et qu'il lui était impossible de prendre, le temps d'attention véritablement accordé au jazz, il va pouvoir l'utiliser, ou en tout cas l'investir dans une série parce que la saison 1 devait faire 12 heures, comme d'habitude. Eh bien non, pas du tout. Parce que là, c'est mis en place d'autres systèmes de contraintes économiques. C'est que quand même, la forme série, on sait qu'elle est standard, on sait qu'elle est impérieuse, et que non, c'est pas vrai. La série nous offre très très peu de plage de durée. Donc tu as comme d'habitude des petites scènes de 30 secondes, des scènes d'1 minute, et donc tu n'as jamais le temps que le jazz prenne vraiment le temps de s'éployer. Bon, par ailleurs, la série était particulièrement médiocre, donc passons. Comme une mule, François Bégodeau, c'est édité chez Stock. Bien évidemment, dans le descriptif, vous avez le lien, mais je crois que vous n'avez pas besoin du lien. Vous savez où le trouver. Et encore une fois, c'était une émission qui tournait autour de tous tes questionnements sur du cinéma, en tout cas, par rapport à ce que tu questionnes dans le livre. Il y a encore pas mal de choses qu'on n'a pas mis sur le terrain, j'ai envie de dire, mais voilà, je vous invite à y aller. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, je crois. 2 semaines vraiment, dans 15 jours, pour parler d'autres choses. Un live, Marvel, Cinematic Universe, MCU, avec François Bégodeau. Ça sera complémentaire d'aujourd'hui, finalement. En tout cas, complémentaire de ce que j'ai dit à la toute fin, là, puisque je pense qu'on va beaucoup parler d'économie, quand même. En tout cas, pour ce qui me concerne. On parlera des films qu'on est en train de regarder, toi et moi, studieusement, parce qu'on s'est offert un florilège de haut niveau. Mais je crois qu'on peut pas. Alors, s'il y a bien des produits qu'on ne peut pas penser indépendamment de leurs conditions économiques de production ou de conditions économiques d'émergence et de création, c'est bien cela. Parce que l'entreprise Marvel, c'est d'abord une entreprise, c'est d'abord un projet économique. Donc, mais après, on pourra parler de choses plus spécifiquement cinématographiques. On fera ça. Merci François. Dans 2 semaines alors. Moi, je ne trouve pas très enthousiaste à l'annonce de cette. Mais je suis super content. Tu rigoles ou? Mais un petit peu d'entrain. Bah, tu veux qu'on balance les dossiers? Quand je t'ai proposé tous les garçons et les filles de leur âge, tu me dis oh. C'est vrai. Et j'ai pris goût. Et je me souviens de ta phrase.
Moi, tu trouveras jamais. Je t'avais dit, ça, c'est pas ton problème. Et on a trouvé. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Comme toi, tu es en train de devenir totalement amoureux des Avengers, quoi, en gros. Des gardiens, moi, j'adore les gardiens. Et tu es sur les gardiens, tu vois. Peut-être qu'il y aura débat entre nous. Moi, je serai Avengers, toi, tu seras gardien. Ou l'inverse. Oh mon Dieu. Et c'est pas un fake, hein. C'est vraiment vrai, hein, comme dirait l'autre. Vraiment vrai. C'est pas une catastrophe catastrophique. Il y a un live le 3 novembre, je crois. C'est le 3 novembre Ouais. à 20h. Et puis voilà. Merci François. Et puis à dans 2 semaines. À très Ouais, vite. dans 2 semaines, ciao. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just